Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on va parler de l'épisode du 26 décembre de NXT. Donc avant de commencer, j'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël, un joyeux Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu comme cadeau de Noël, même si ça n'a pas de rapport avec le catch, hein. Ça peut être sympa de le partager si vous en avez envie. Voilà, et puis moi, je vous le dirai en vous répondant en commentaire si vous le faites. J'espère que le son va être plutôt bien. Voilà, parce que là, ma mère est partie déposer un colis, sauf que du coup, depuis 5 minutes, il y a un des chats qui arrête pas de gueuler, parce que c'est un chat qui colle tout le temps ma mère, et qui du coup, dès que ma mère est pas là, le chat se met à gueuler. Donc c'est un peu relou pour faire un enregistrement. Du coup, je me suis foutu dans une petite pièce ou en dessous du toit, sauf que bah forcément on est en Normandie, on a un temps de merde, donc j'espère que vous entendrez pas trop la pluie. On est assez loin techniquement pour que vous entendez pas les miaulements du chat, mais par contre la pluie ça c'est un peu moins sûr. Bref, en tout cas ça ne nous empêchera pas de faire cette petite vidéo. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Du coup, on débute avec Duke Hudson et Andre Chase contre Brock Onima et Lucien Price dans un All or Nothing match, parce qu'il n'y a pas de H. Quand il n'y a pas de H, parce que j'avais aspiré le All comme s'il y avait un H, en fait pas du tout. Bref. All or Nothing match dans le sens où la semaine dernière on a vu que Chase University et surtout Andre Chase cherchaient à gagner de l'argent pour payer ses dettes envers The Family. Et euh, Brad Chase a envoyé un défi à la team de Trips, c'est de battre cette équipe dans un match, et que si Chase et Hudson gagnaient, ça doublait la mise qu'ils venaient de remporter dans des jeux de dés, et ce qui du coup leur permettrait de remporter leur dette envers The Family. Chose qu'acceptera Bronconima et Lucien Pride, dans le sens où eux, s'ils gagnent, ils ont droit, si j'ai bien compris, à une title shot, donc un match de championnat contre The Family dans les semaines à venir. En tout cas, ça n'a pas été annoncé pour New Year's Evil. De toute façon, il y a déjà combien 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il y a déjà 5 matchs d'annoncés à New Year's Evil, donc je pense que ce match de championnat se fera un petit peu plus tard. Le temps de vraiment construire quelque chose entre The Family et je sais plus comment s'appelle cette team, c'est pas OTM ou un truc comme ça, bref. Voilà. Et du coup, le match en vrai était plutôt sympa. Alors là, actuellement, on est en début d'après-midi, j'ai vu le show hier soir, le temps d'aller me coucher, donc comme d'habitude, enfin d'habitude. Ouais. C'est vrai que j'ai pris un peu cette mauvaise habitude de faire les vidéos quelques heures ou le lendemain après avoir vu le show. C'est vrai qu'il faudrait que, de toute façon là, ce semestre-là, j'aurai beaucoup plus de temps pour faire mes vidéos. Je pense à chaque fois la matinée pour faire mes vidéos, et je me mettrai l'après-midi pour bosser mon mémoire et mes cours. Enfin mon cours, il ne me restera plus qu'un. Mais c'est vrai que là où j'avais beaucoup de choses à faire sur ce premier semestre, et que j'avais pas beaucoup le temps de regarder les shows puis d'enregistrer direct derrière. Et ça va bientôt revenir. Et ce sera mieux avec des éléments en tête très frais. Mais bon. Le match en tout cas de mémoire était plutôt sympa. Voilà, on a deux bonnes équipes, hein, donc c'est plutôt sympa. On a même Bronconima et Price qui sont construits très fort, ce qui est assez surprenant, on va dire entre guillemets, parce qu'ils sont construits extrêmement fort, alors que bah, c'est une équipe qui est encore extrêmement jeune, hein. Ils ont que quelques mois dans le roster d'NXT, parce qu'après ils ont sûrement fait des trucs du côté de, de Level Up, parce que leur nom ne m'était pas inconnu avant leur arrivée je veux dire, dans le roster principal, dans leur arrivée à NXT, donc je crois que j'avais déjà dû les voir une ou deux fois du côté de Level Up. Voilà. Mais du coup, le match était vraiment sympa. J'ai pris quelques petites notes en disant que voilà, euh, non, c'était pas tout de suite. C'est un autre match avec la chaise University, faut pas que je confonde les matchs.
Du coup, on a The Family qui surveille le match là, depuis ce petit truc en hauteur là. Et en vrai, ouais, le match était sympa. Après, c'est un match par équipe assez classique, hein, voilà. Euh, et surtout avec une grosse domination des Heels et surtout victoire de Price et Nima. Donc ça, c'est très très cool. Voilà, qui vont l'emporter avec une sorte de finisher par équipe. Alors j'avoue que les finishers par équipe, je les trouve pas hyper incroyables. J'aime beaucoup celui de Katachi et Kaden Carter parce que bah le sort de salto là, je sais pas combien fait de tours sur MN Kaden Carter avant de finir en splash, il est génial. Mais c'est vrai qu'en général, je suis pas hyper fan des finishers par équipe. À la limite, le 1D est vraiment sympa. Euh, Dans le 1D, ouais, c'est celui des Uso qui est vraiment sympa. Celui de Cody AJ, qui est un peu une sorte de 1D retravaillé, est plutôt sympa aussi. Mais sinon, je suis pas hyper fan. Notamment celui de The Family, c'est peut-être celui que j'aime le moins, alors que c'est une équipe que j'adore pour le coup. Mais dont leur finisher par équipe, j'aime pas trop. Bref. Et du coup, c'est comme ça que Price et Nima vont l'emporter avec, je crois que c'est Bronco Nima qui va repousser Duke Hudson pour l'empêcher de casser le tombé. Et du coup, bah, Chase University n'a pas réglé sa dette, donc à voir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on ne sait pas quand, comment ces choses-là vont se régler entre Chase University et The Family. Et on a également, bah, du coup, Bronco Nima et Lucian Price, à nouveau, si j'ai bien compris, qui ont gagné un match de championnat contre The Family. Et j'avoue que j'ai plutôt hâte de voir un match entre ces deux équipes-là. Par la suite, on a eu Noam Dar contre Josh Briggs pour la Cup Heritage Championship. Un match qui était plutôt sympa, même si j'ai un coup de gueule habituel à faire sur ce genre de match, hein, vous allez vite comprendre, et un questionnement que je me pose sur ce match, avec un petit crève-cœur, je vous avoue, lié aussi à un catcheur lié à ce match. Bref. Du coup, sur le match en lui-même, franchement, j'ai adoré. C'était très très bien, hein. On a quand même un Josh Briggs qui est construit très très fort depuis sa qualification au Iron Survivor Challenge où il nous a fait une grosse performance. Et depuis, on nous le garde construit très fort et je trouve ça absolument génial. Et du coup, il affronte Noam Dar pour la coupe. Et on a eu un match très cool. Alors d'abord, le premier round, on a eu une domination de Josh Briggs sur quasiment tout le round, c'était absolument génial. Et il n'a aucun point de marqué, d'ailleurs la cloche elle sonne la fin du premier round alors que Josh allait porter sa power bomb, et d'ailleurs pour une fois Dohamdar n'a pas triché pendant le laps de temps, hein. En général, il a souvent tendance à frapper son adversaire au moment où la cloche sonne, ou 2 secondes après en mode non, mais j'ai pas entendu, machin. Là, il nous l'a pas fait. Round 2, le coup de gueule. On a que les 30 dernières secondes. Ça, c'est un truc qui, honnêtement, me gonfle avec les matchs de la Coupe Heritage. Encore une fois, quand tu sais que tu as un temps limité sur ton putain de show, tu sais qu'il dure 1 heure et demie max, pourquoi tu fous un match qui dure longtemps si c'est pour le cutter par moment? Encore là, ça va, il a été cuté de 2 minutes 30, c'est quand même beaucoup, 2 minutes 30 dans un match, mais genre, il y a des fous, t'as au moins 2 rounds qui sont cutés où t'as que les 30 dernières secondes, ce qui fait quasiment 5 minutes de match de cuté. 5 minutes de match, c'est énorme. Donc au bout d'un moment, tu te dis pourquoi vous dites ce genre de match si c'est pour cuter plein de morceaux dedans, juste parce que vous savez que vous n'aurez pas le temps de tout caser. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Soit vous arrêtez avec les matchs de la coupe, soit vous faites en sorte que les matchs de la coupe finissent plus tôt comme ils l'ont fait là. Mais au bout d'un moment, arrêtez de cutter pendant les rounds et surtout enlever les 3 quarts d'un round, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Honnêtement, ça, c'est un truc qui m'énerve. Heureusement que le combat était très cool parce que les cutter les rounds, ça, c'est un truc qui j'ai du gain, mais ça me casse les couilles. Voilà. Bref. Ensuite, j'ai mis ça, c'était un combat à l'extérieur qui était très cool, hein, où Noam Dar a beaucoup profité de l'environnement pour reprendre le dessus sur Josh Briggs. On a vu aussi un petit peu ensemble. Le round 4, ah oui, j'ai oublié le round 2, c'est le round 3 qui sont découpés en morceaux.
Le round 2, on a Briggs qui du coup va se sortir d'une soumission parce qu'effectivement, ça c'est un truc très cool, c'est que Noam Dar, il a l'habitude de combattre des gens du même calibre que lui. Et là, c'est la première fois qu'il défend sa coupe contre un géant. Et du coup, ben, ce qui est très cool, c'est de voir qu'il a changé sa façon de combattre, notamment en se disant, bah, si je peux pas le combattre comme quelqu'un de mon calibre, eh ben, autant essayer de l'avoir sur des soumissions. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent, notamment soumission au bras, soumission aux jambes et tout. C'était hyper intelligent. Et du coup, Josh Briggs va marquer son premier point sur le round 2 avec une puissante clothesline qui était vraiment très très cool. Voilà. Ensuite, le round 3, voilà, on va pas refaire le coup de gueule, hein, voilà. Et round 4, c'était très très cool. On a Josh Briggs qui s'est sorti d'une near fall après s'être pris un coup de saut dans le dos. Habituellement, ce genre de coup porté par Dash Legend ou Jakara Jackson en traite, en général, ça permet à Noam Dar de gagner. Là, pas du tout. Josh Briggs, il s'en sort, mais au dernier moment. Du coup, on a Oro Mensah qui voudra donner le saut quelques secondes après à Noam Dar, mais Josh Briggs va aussi l'attraper. Et Josh Briggs va prendre le dessus, il va frapper Noam Dar avec, au moment où l'arbitre les regarde, ce qui fait que ça fait une disqualification. Et j'avoue que, encore une fois, c'est ce que j'aime bien avec ce match, c'est que on nous le construit différemment. Là où tous les matchs précédents, celui-ci et le précédent, je sais plus qui c'est le dernier à avoir affronté Noam Dar, mais on avait construit les choses un peu différemment. Euh, c'est que là, on a une fin sur disqualification. Ce fait que depuis que la coupe est arrivée à NXT, c'est jamais arrivé d'avoir une disqualification en plein match. Et c'est vrai que bah, c'est le moment où on peut se poser des questions en mode bon bah une disqualification, qu'est-ce que ça fait, machin. Et du coup en fait ça termine directement le match. Et ça j'avoue que j'ai été étonné parce que je me suis dit ok il va se faire disqualifier mais il va juste perdre un point, enfin pas perdre un point mais ça va en donner un euh, à, euh, à Noam Dar, moi c'est ce que j'imaginais. Mais en fait non, ça termine le match direct. Et du coup, Noam Dar, par disqualification, du coup, conserve sa Coupe Heritage Championship. Donc, je trouve ça plutôt cool. Mais en même temps, vu le finish, ce serait pas étonnant qu'il y ait un match retour. Ce serait très cool qu'il y ait un match retour. Mais voilà. Donc, le coup de gueule, c'est fait. La question que je me pose, c'est pourquoi Bruce Jensen et Fallon Henley n'étaient pas dans le coin de Josh Briggs. Parce que du coup, ils n'ont pas pu empêcher l'intervention, ce qu'ils auraient fait s'ils étaient aux abords du ring. Donc ça, c'est un peu bizarre. Et en vrai, je me suis dit, si Fallon Henley et Brooke Johnson, je sais pas, ils ont pris des vacances, hein, on est le lendemain de Noël quand même. Voilà, ils ont quand même tous des familles et tout. Je me suis dit peut-être qu'ils sont pas là pour ce show, ils ont du repos et tout ça. Mais non, ils sont vraiment là. Ils sont dans l'immeuble. Alors pourquoi? En fait, ça, c'est vraiment une question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas aux abords du ring? Alors, on a tous vu la petite promo qui, on arrive au troisième show, le petit point déchirant, c'est la fin de ce trio. Si j'ai bien compris la promo, le trio, c'est terminé. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que c'est un trio qui se termine, mais au moins qui se termine sur des bonnes bases. C'est pas en mode il y a un heel turn, machin, hop, et du coup on détruit le groupe. Là, c'est vraiment les trois, ils décident de prendre une voie différente. Entre Fallen Henley qui veut continuer à partir euh, sur sa route en solo vers Tiffany Stratton, qu'elle affrontera très prochainement, et Josh Briggs qui veut également prendre son envol en solo après les exploits qu'il a fait, même si malheureusement pas beaucoup de victoires, mais quand même des grosses performances qu'il a fait en solo. Et t'as cette image hyper triste là où ils font le truc à trois là et que bah, petit à petit tout le monde part et laisse bon Jensen tout seul. Moi j'avoue ça m'a fait un petit déchirement au cœur parce que ce trio c'est pas non plus mon clan préféré, mon groupe clan préféré de NXT, mais c'est quand même un groupe que j'ai beaucoup aimé suivre, notamment l'histoire avec Kiana James qui faisait croire qu'elle était amoureuse de Brooke Jensen, qu'elle le manipulait et tout. J'avoue que cette petite storyline, quand elle est sortie, c'était une de mes préférées, je la trouvais géniale. Euh, et j'avoue que là, voir le trio comme ça se dissoudre, ça m'a un peu fait mal au cœur.
Et après, on peut pas nous dire oui, mais du coup, c'est à cause de ça que les autres ils sont pas venus, parce que il y a aucune aminosité, ils s'aiment tous les trois, ils sont un peu comme une petite famille, voilà, qui veulent juste chacun prendre son envol de son côté, donc il n'y a rien en fait qui justifie le fait que Fallon Henley et Brooke Jensen ne soient pas là, à part le fait que ça a permis à la Jang de tricher pour Noanda. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça n'empêche pas que à part mon coup de gueule, j'ai beaucoup aimé ce match. Ensuite, on a eu Cora Jade contre Carmen Petrovic. Petit match sympa. Honnêtement, j'ai bien aimé. Carmen Petrovic nous a fait des petites démonstrations de son talent dans les coups de pied, hein. J'avoue que moi, j'ai pas encore son niveau, hein. Moi, à côté d'elle, je suis encore un débutant, mais j'aime beaucoup regarder ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup regarder des gens qui pratiquent pas spécialement le même sport que moi, parce que moi, je suis de la boxe française et Carmen Petrovic, je sais pas trop quel art martial elle a fait, mais je doute que des Américains et tout ça fassent de la boxe française. Mais il y a des équivalents hein, assez proches, comme le kickboxing et tout, même si en boxe française, on a quand même moins de coups, de types de coups que le kickboxing. Bref. Mais je trouve ça toujours génial de voir quelqu'un faire des coups de pied que moi-même j'ai appris pendant mes cours de boxe. Donc je trouve ça vraiment génial. Parce qu'il faut savoir que les arts martiaux ont souvent des coups similaires. Le kickboxing et la boxe française ont des coups de pied similaires. Bien que, par exemple, le kickboxing a droit aux coups de genoux et coups de coude, là où la boxe française c'est interdit. Mais sur certains coups de pied, c'est exactement les mêmes. Tout comme la boxe française et la boxe anglaise, sur les coups de poing, ce sont exactement les mêmes. Parce que moi, je fais de la boxe française et j'ai un de mes amis qui fait de la boxe anglaise. Et des fois, on en parle quand on va à notre club de multisport. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'en termes de coups de poing, c'est exactement les mêmes, soit boxe anglaise, boxe française. Donc les arts martiaux, en général, ont des techniques qui sont assez similaires. Enfin, ils sont même pas similaires, ont exactement les mêmes techniques en fonction du sport. Puisque certains vont avoir plus de techniques que d'autres. Euh, et voilà. Bref. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup Carmen Petrovic, hein. C'était un peu ma chouchoute du Breakout Tournament féminin, donc très content de la voir sur le ring à NXT. Bon, ça reste une défaite face à Cora Jade, mais en même temps, Cora Jade, elle, c'est carrément ma chouchoute de NXT, donc bon, c'est pas pareil, hein. Cora Jade, c'est ma petite favorite. Donc voilà, c'est un peu bien parce que d'un côté je suis content de la victoire de Cora Jade, en même temps vient de revenir, on va pas lui donner une défaite. Et en même temps, il y a le côté où Karen Petrovic, je l'aime beaucoup, et de l'avoir perdre, bah, c'est un peu dommage. Mais on sent que les histoires sont pas finies, en espérant qu'on va pas juste mettre Carmen Petrovic de côté pour à nouveau mettre Gigi Dolin à sa place. Puisque, comme j'ai dit, le match était très cool. Bon, on a Cora Jade qui nous a fait une référence à CM Punk que je déteste. C'est horrible parce que moi, je surkiffe Cora Jade qui, elle, surkiffe CM Punk, mais moi, je déteste CM Punk. Donc, des fois, je la vois, d'ailleurs, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait depuis qu'elle a NXT qu'elle utilise des coups de CM Punk et je le sais très bien, mais c'est toujours horrible de dire que moi, une des personnes que admire quelqu'un pour qui j'ai une haine incroyable. Donc, mais bon, c'est comme ça. Alors, voilà. Euh, oui, comme je disais, du coup, Corajade va l'emporter, donc avec une sorte de petit croche-pied ou je sais plus quoi, où elle va envoyer Carmen dans les cordes qui va avoir une sorte d'étranglement, et ensuite placer son DDT pour la victoire. Et ensuite, après le match, elle va tenter de placer une deuxième fois son DDT, donc continuer d'agresser euh, Carmen Petrovic, et c'est Gigi Dolin qui va faire le save. Et quand je parle de Gigi Dolin là un peu plus tôt, c'est tout simplement qu'on a eu ce moment la dernière fois backstage euh, où Ariana Grace s'était pris de tête avec Carmen Petrovic qui d'ailleurs lui avait mis une grosse balle dans la gueule et ensuite Gigi Dolin en avait rajouté une couche et tout. Et du coup, au lieu d'avoir Ariana Grace contre Carmen Petrovic euh, par la suite, on avait eu Ariana Grace contre Gigi Dolin. Et là, tu te disais, what? Pourquoi? Tu dis, c'est quand même Carmen Petrovic qui agresse Ariana Grace, mais on fout Gigi Dolin dans un match contre elle alors que vous ont juste pris un peu la tête, quoi. Tu dis, ok, bon, il y a quand même eu le match entre Ariana et Carmen, mais on a dû attendre plus tard. Juste parce qu'on a vu Gidolin un peu plus en avant. Et là, c'est un peu ce qui me fait peur aussi, c'est que si on a été capable de faire la dernière fois d'écarter Karim Petrovic pour mettre Gidolin à sa place,
bien qu'elle a quand même eu son match, et ben j'ai un peu peur qu'ici ça fasse pareil. Que ben on écarte à nouveau Karen Petrovic pour mettre Jidolin à sa place, bon cette fois contre Cora Jade, mais je trouverais ça un peu dommage. Alors je préférais que genre qu'on passe un match par équipe entre Gigi et Carmen contre Cora Jade qui trouverait une personne pour faire équipe avec elle. Ça pourrait être génial parce que du coup ça permettrait à Karen Petrovic un peu comme pour Lola Vice du côté Elektra Lopez ou Tahir du côté de Jane, voilà, d'avoir quelqu'un d'un peu plus expérimenté de son côté pour l'aider et tout ça. Donc moi j'aimerais en tout cas qu'on parte sur une équipe, enfin pas forcément sur une vraie équipe, mais au moins sur un match sur équipe entre Gigi et Carmen, plutôt que juste Gigi contre Cora Jade et du coup bah à nouveau on écarte Karen Petrovic, ça m'emmerderait un peu. Surtout qu'à la base de l'histoire, c'est vraiment une histoire de Cora Jade qui est en mode c'est qui cette Carmen, je dégage ses affaires, je prends son casier, son espace. Donc ce serait con que ce soit Gigi Dolin qui termine l'histoire d'une histoire qui ne la concerne pas en soi. Voilà. Donc j'ai un petit peu peur pour la suite de Carmen Petrovic. On verra avec le temps. Pour l'instant, on ne prend pas trop la tête, mais j'ai quand même un petit peu peur pour elle. On est passé ensuite au match qui m'a le plus surpris dans le résultat. C'est la première demi-finale du Breakout Tournament avec Lexi King contre Riley Osborne. Donc cette fois, je ne peux pas me tromper. Hein, c'est les deux seuls matchs liés à Chase University. Cette fois, Thea Hale et Jessie Jane sont dans le public afin de soutenir Riley Osborne, puisque dans le script, Thea Hale a un crush sur Riley Osborne. On a également Trey Birhill qui observe le ring depuis la rampe, hein, lui qui veut toujours se venger de l'agression de Lexi King sur lui-même. Et du coup, on a un match quand même très sympa entre Riley Osborne et Lexi King. Voilà. Et honnêtement, le match a été plutôt bien. Alors c'est vrai que quand tu vois les deux catcheurs, même si Riley Osborne fait des très belles perfs, tu te dis comment il peut battre Lexi King, parce que Lexi King c'est quand même une star, machin, il a quand même un truc que n'a pas Riley Osborne, puisque Riley Osborne est un jeune catcheur. Et c'est vrai que tu te dis comment est-ce qu'il peut le battre. Et finalement, on a eu la réponse, parce que pour moi, je voyais Lexi King en finale. Pour moi, c'était dans ma tête, on avait une finale Obafemi Lexi King. Dans ma tête, c'était comme ça. Après, Riley Osborne étant un des deux favoris pour moi du tournoi, parce que après j'essaye de réfléchir en tant que dans une certaine logique face heel pour une finale. Donc pour moi, je voyais plus Lexi King perdre en finale pour suivre cette logique de face et heel. Voilà. Mais au final, la compagnie a essayé de faire perdre Lexi King maintenant. Et ouais, dès la demi-finale. Celle-là, je ne m'y attendais pas. Puisque Trey Birhill, alors que les deux catcheurs sont sur la troisième corde, va se lever, va frapper sur sa chaise, qui va déconcentrer Lexi King, ce qui va permettre à Riley Osborne de le repousser dans le ring, de faire une shooting star press, hein, une prise que je trouve incroyable. Enfin, c'est même pas vraiment une prise, un coup, je sais pas comment on peut dire ça, parce que techniquement tu ne frappes pas quelqu'un, tu ne fais pas non plus une prise, tu atterris sur l'autre. Bref, une acrobatie, si on peut dire, qui est absolument incroyable. Et du coup, ce qui va permettre à Riley Osborne de se qualifier pour la finale. Alors celle-là, sur le coup, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Riley Osborne, c'est un des deux, moi, que j'avais le plus envie de voir aller en finale. En plus, le deuxième, il y en a un que je veux vraiment voir gagner. Après, ce qu'il gagnera, je ne sais pas. On verra. Mais Riley Osborne, franchement, moi je le trouve hyper sympathique. J'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup ce qu'il apporte. Hein. Il a quand même un style très différent de André Chase, du Cutson, Jessie James, Tahel qu'on voit catcher et qui représente la Chase University. Et du coup, bah voilà, j'aime beaucoup le fait qu'il soit là. Bref. Et à la fin du match, du coup, on a Trey Birhill qui va un peu se venger et casser la gueule à Lexi King et qui va fuir le match. Et d'ailleurs, Trey Birhill construit très fort également, très costaud. Donc on sent qu'on va être sur un duel entre un mec qui est plus dans la puissance et Lexi King qui lui est plus dans la malice,
j'ai envie de dire un peu dans la traîtrise, les coups bas et tout ça. Donc j'avoue que j'ai assez hâte de voir ces deux-là s'affronter dans un match en 1 contre 1. Ensuite, on a eu un match qui était plutôt bon, pas non plus incroyable, mais plutôt bon entre Braun Breaker et Nathan Fraser. Voilà, un match que j'ai trouvé sympa dans sa construction, dans le sens où la première moitié du match, c'est une grosse domination de Braun Breaker. Braun Breaker qui est en mode, je connais très bien Nathan Fraser, je sais qu'il est rapide voltigeur. Pour le vaincre, il suffit de faire une chose, c'est l'empêcher de s'envoler, de prendre de la vitesse. Et pendant toute la première partie du match, en fait, c'est ça. Braun Breaker qui empêche Nathan Fraser de prendre de la vitesse et de s'envoler. Mais du coup, forcément, vous en doutez, à un moment donné, Nathan Fraser va réussir à prendre de la vitesse, à reprendre le dessus, à faire des sauts partout à droite à gauche, ce qui est très cool, hein, mais bon, Braun Breaker, c'est un de mes favoris, donc même si Nathan Fraser a un style de catch, mon style de catch favori, les voltigeurs, bah, quant à Braun Breaker à côté, bah, je soutiens quand même plus Braun Breaker. Mais la fin de match, elle est incroyable puisque Nathan Fraser va contrer le Spear avec un kick qui était incroyable. Et d'ailleurs, juste avant, t'as Braun Breaker qui avait contré un crossbody de la troisième corde, pareil, qui était incroyable. On a eu des contres là, ils étaient trop bien. Mais du coup, le Nathan Fraser qui tente de tomber, grosse near fall, c'était incroyable. Du coup, il se dit bon allez, j'envoie mon un Phoenix Splash ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça, son truc de la troisième corde. Et du coup, esquivé par Braun Breaker qui envoie une puissante spear pour la victoire. Et c'était totalement logique parce que ce match-là a été fait parce que Nathan Fraser s'était moqué du spear de Braun Breaker, du fait qu'il se prenne pour le badass Braun Breaker, tout ça. Du coup, le fait qu'il se fasse décimer par le spear était tout à fait logique. Donc, je vais pas lui dire que c'est un match OSEF non plus, parce qu'en soi, on sait qu'il n'y a pas d'histoire, c'est juste un match histoire de dire bon ben voilà, on vous met quand même Braun Breaker et Nathan Fraser pour ce dernier show de l'année. Mais en soi, voilà, il n'y avait pas vraiment but à créer une longue histoire entre les deux, quoi. Mais en termes de performance dans ring, c'était juste excellent, quoi. Voilà. En même temps, avec ces deux-là, c'est compliqué de faire des mauvais matchs. Ensuite, on a eu la deuxième demi-finale du Breakout Tournament masculin avec Obafemi contre Tavion Hayes. Du coup, voilà, match entre enfin, c'est même pas un de mes favoris, c'est mon favori du tournoi, Obafemi, que je veux voir gagner ce tournoi et affronter notre ami Ilya Dragunov, si ce dernier sera toujours champion après ça. Tavion Hayes, en plus c'était marrant parce que les deux crossfire ont tous les deux une grosse pop du public, mais bah, forcément il n'y a qu'un seul face qui pouvait aller en finale, hein. D'ailleurs, enfin, pas qu'un seul face, puisque de toute façon, Riley Osborne est face aussi. Donc on aura une finale face contre face à nouveau, ce sera un peu bizarre. Mais bon, en tout cas, ici, ça a bien fonctionné, hein. Le match entre les deux était plutôt sympa. Honnêtement, pas mon préféré. En fait, honnêtement, alors quand c'est des petits gabarits, sur des petits gabarits avec le même style de combat, ça me dérange pas. Par contre, des gros gabarits avec le même style de combat, ça me dérange un peu plus. J'ai un peu plus de mal à rentrer dedans et tout. Notamment la grosse powerbomb que va porter Obafemi pour remporter le match. Bah, je trouve qu'elle n'est pas aussi impactante que quand un géant porte ce genre de prise sur un catcheur high flyer ou technicien, mais tu vois, des catcheurs avec bah, plus petits et moins costauds, quoi. Là, t'as deux géants qui s'affrontent, t'en as qui font une powerbomb à l'autre, tu vois, on sent moins l'impact et tout, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais c'est vrai que quand c'est des géants qui se battent entre eux, je suis un peu moins fan. Alors des fois, ça donne des très bons matchs, mais comme je dis, c'est des fois, c'est quand même assez rare, malheureusement. Bref. Du coup, Obafemi, grosse victoire sur Tavion Hayes. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon favori. On a eu un petit face-à-face entre Riley Osborne et Obafemi. En tout cas, peu importe lequel des deux qui gagnera le tournoi, je serai très content parce que c'est mes deux favoris pour gagner cette finale. Mais si je devais en choisir entre les deux, je préférais que ce soit Obafemi. Mais on verra dans 1 ou 2 semaines qui sera le Breakout Tournament
champion. Enfin, je sais pas si c'est le champion, mais du moins le gagnant du Blackout Tournament. Voilà. Bref. Par la suite, on a eu un match. Alors, je vous avoue que celui-là, j'ai pas été hyper concentré devant. C'est Joe Coffey contre Joe Gacy, puisque ça fait 1 ou 2 semaines que Joe Gacy poursuit Gallus à droite à gauche, que la semaine dernière, il a agrippé Joe Coffey et là, qui a ramené sous le ring là, pendant le match pour le titre nord-américain. Donc, cette fois, on a l'affrontement entre Joe Gacy et Joe Coffey. Match qui en soi était plutôt sympa, hein, mais bon, j'étais pas dedans. Honnêtement, ce match-là, j'étais pas dedans. De toute façon, dans un show, il y a toujours au moins un match dans lequel j'arrive pas à rentrer, où mon attention elle est perturbée, ou voilà, il y a toujours un moment donné où voilà, je peux pas rester 1 heure et demie concentré à 100% devant mon écran. Euh, voilà, quand les choses m'intéressent vraiment bien, je le suis. Quand les choses m'intéressent moins, bah, malheureusement, des fois, j'ai tendance à me perdre un peu et voilà, je suis toujours assez honnête avec vous, hein. Je fais pas le genre d'inventer des choses sur le match, hein. Voilà, quand j'ai pas été concentré dans le match, ben, je l'ai pas été et puis voilà. Et là, c'est le cas. Pourtant, j'aime beaucoup Joe Gacy, Joe Coffey un peu moins, mais j'aime beaucoup Joe Gacy. Mais voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. On a Frank Walker et Tank Ledger qui ont attaqué Gallus, donc Mark Coffey et Wolfgang. Ce qui a fait que Joe Coffey a dû se débrouiller seul pour tenter de remporter le match, chose qui n'arrivera pas puisque Joe Gacy va l'emporter avec sa close line de manière clean. Donc voilà, il va faire son signe quand même du schism, ce qui est assez particulier parce que schism n'existe plus. Donc voilà, et en vrai je vais se poser une question, c'est est-ce que Joe Gacy va tenter de constituer un nouveau clan, ou est-ce qu'il serait peut-être pas temps justement de faire un changement de personnage à Joe Gacy? Voilà, parce que bon bah les Jaeger, Reed et mince comment il s'appelait l'autre, il y avait Reed et je vais pas me souvenir. Il y avait Jaeger, Reed et le deuxième, du coup qui ont quitté la compagnie. De toute façon, ils avaient demandé à ce que leur contrat ne soit pas renouvelé. Et Ava Raine, elle, maintenant, elle est une sorte de bras droit de Shawn Michaels. Elle est un peu en mode manager, second manager de NXT, d'ailleurs manager qu'on voit beaucoup plus que Shawn Michaels. Et du coup, tu fais que bah, Joe Gacy, il n'y a plus personne, il n'y a plus de clan, donc profitez-en pour changer son personnage. Ça pourrait être c'est clairement le bon moment, quoi. N'essayez pas de faire un Schism 2.0 avec d'autres catcheurs. Ce serait un peu chiant de voir Joe Gacy juste enfermé dans un clan à moitié sectaire. Laissez-le tenter d'autres choses, quoi, s'il vous plaît. Et le main event incroyable pour terminer l'année, hein, puisqu'on est sur le dernier match de l'année. Eh ben, j'ai trouvé qu'on a eu un très bon match. Et pourtant, vous savez que j'aime pas trop Dijak. Beaucoup de mal avec les matchs de Dijak. Et pourtant, celui-ci, il était incroyable. Franchement, du coup, on était sur un underground match, un NXT underground match, donc un match où il n'y a pas de corde, il n'y a pas vraiment de règles. Pour gagner, il faut soit une soumission ou que son adversaire soit KO. C'est aussi simple que ça. Et bah forcément, ça va envoyer dans tous les sens. Alors, je suis assez d'accord avec. Alors, je sais plus qui c'est qui se disait ça. Soit c'est Stury, soit c'est Mister Hawkin, parce que c'est les deux que je regarde le plus souvent. Mais il y en a un des deux en parlant justement des dark matchs un peu comme ça. Avant c'était Raw Underground, maintenant c'est NXT Underground. Mais il y en a un des deux qui disait que en soi c'était pas mauvais, mais c'est quand même con que dans un truc où en soi t'as pas de règles, puisque bah, c'est le but d'un underground match et qu'il n'y ait pas de règles, ton but c'est de mettre l'autre KO ou de faire une soumission. Sauf que les mecs ils continuent de catcher comme si c'était dans un match normal. Et c'est vrai que bah, c'est assez particulier de dire bon bah c'est comme si tu étais dans un match normal, enfin un match champ DQ, mais les gens se comportent quand même dans un match normal. C'est fait qu'en vrai ils pourraient s'envoyer des coups de poing, des droites, utiliser des objets, mais non ils continuent à faire des prises de catch comme si c'était dans un match de catch. En même temps on peut pas non plus trop les critiquer parce que bah
on leur apprend à être catcheur, pas à être boxeur ou combattant de rue ou je ne sais quoi. Donc c'est aussi un peu normal. Mais c'est vrai que c'est un petit peu con pour ce genre de truc qui se veut en plus un peu dark, un truc un peu fait sous la main, un peu caché là qu'il faut absolument pas voir, un peu comme les criminels font des combats de chiens ou des trucs comme ça. Enfin bref, quand je dis des criminels, c'est des criminels que bon, pour moi, faut vraiment être une ordure pour faire des combats de chiens. Mais bon, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi, ces petits trucs un peu cachés et tout. Là, moi, je vois vraiment ça comme ça. Et c'est vrai que juste voir après des mecs catchés sur un ring sans corde, bah, c'est vrai que tu dis, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça n'empêche pas que même si la stipulation aurait pu avoir d'autres dimensions, bah, le match était excellent. Les deux en ont envoyé dans tous les sens. Enfin, il y a plein de moments que je me souviens, comme la souplex que, que Eddie Thorpe a voulu porter sur Dijak en étant sur le bord du ring, mais que Dijak va retomber sur ses pieds. Et d'ailleurs, j'ai vu sur le compte Insta de, enfin, de NXT où ils ont repartagé un coup où justement tu as Damon Kemp qui fait cette souplex à Eddie Thorpe qui lui par contre s'écrase au sol, c'est hyper violent. T'as ce moment où Dijak il s'envole là du ring sur Eddie Thorpe à l'extérieur à moitié en salto, c'est incroyable. T'as plein de moments, t'as les finishers qui sont envoyés à plusieurs reprises, mais personne ne va abandonner. Même Dijak, il y a un moment, je vois même l'arbitre par le coup, il fait jamais j'abandonnerai, et puis, enfin, il dit pas ça comme ça, mais vous comprenez. Bref, et la fin, elle est géniale. Parce que la fin, t'as vraiment une tension, parce que t'as Editor qui se dit, bon bah, si je peux pas l'avoir par KO, autant que j'essaye de l'avoir par soumission. Du coup, il le chope en soumission, t'as Dijak qui est à moitié KO, qui monte sur un petit escalier à côté de la table des commentateurs, et là tu te dis, oh non. Tu dis, oh non, Dijak, il va se jeter sur la table des commentateurs. Et t'y crois parce que Dijak, il est à moitié affaibli, mais il y a un moment, il reprend ses esprits, tu sens qu'il peut le faire. Et non, il repère un peu son énergie, il commence à tomber à moitié à terre, et puis là, Eddie Thorpe en profite, puis le lâche, il envoie un vieux DDT à travers la table des commentateurs, il finit par se relever, Dijak non, victoire par KO d'Eddie Thorpe. Bref, regardez ce match, pour terminer l'année, c'était vraiment un excellent match. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment très 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 bon. Voilà. Et voilà, après j'aime beaucoup Editor. Dijak, je l'aime beaucoup moins. Je le déteste pas, mais j'aime beaucoup moins. Sa façon d'être utilisée en tout cas. Et pourtant, ce match est incroyable. Pour finir l'année 2023, c'est une excellente idée d'avoir mis ce match-là en main event. Franchement, c'était une excellente idée. On passe donc maintenant au preview et à la conclusion du match. En preview, on aura Lyra Valkyria contre Blair Davenport pour le titre de NXT la semaine prochaine, donc qui sera le show New Year's Evil. J'ai pas parlé de leur discussion, il y a eu une petite promo entre les deux. J'ai pas trouvé qu'il y avait de choses intéressantes, donc j'en ai pas parlé. Hein. On a Tiffany Stratton contre Fun Haley dans un Right Hand or Servant for One Day. Donc apparemment celui qui perdra deviendra le servant de l'autre ou deviendra le bras droit de l'autre. Bref, enfin, bref, je comprends pas trop la circulation, ils expliqueront ça mieux la semaine prochaine. On aura un Dragon Lee, Joachim White et Cruz del Toro contre le clan, enfin 3 membres du clan de Drew Gulak. Voilà, donc j'ai assez hâte de voir ça, ça peut être sympa. D'ailleurs, backstage, il y a eu un moment où Joachim White et Cruz del Toro ont félicité Elektra Lopez pour son parcours et tout. Je me suis dit, en vrai, tu vois, tu peux comprendre parce que c'est vrai que Elektra Lopez a fait partie de Legado del Fantasma avec Cruz del Toro, Joaquim Wilde et Santos Escobar. Sauf que tu dis, attendez, depuis le temps, vous êtes devenu face. Vous êtes du côté de Rey Mysterio, vous êtes les gentils. Elektra Lopez, depuis notamment qu'avec le Lavice, c'est une île, elle fout la merde partout où elle va. Et vous êtes là en mode, ouais, on adore ton parcours, il est génial. Euh, Toi, t'es une grosse méchante, alors que nous, on est devenus gentils, mais super, on adore ce que tu fais. Je dis, ok, bon, les voir se retrouver, c'est mignon, c'est génial, mais, mais je sais pas, genre la phrase en mode on est fier de ce que tu fais,
alors qu'elle fait tout le contraire d'eux, donc eux qui essayent de faire les choses bien et elle qui fout la merde partout, ok, bon, ok, donc vous êtes des gentils qui aiment bien que les gens fassent de la merde, enfin de la merde. Elektra Lopez, c'est une très bonne catcheuse, mais même si, bon, bah, Lola Vice, du coup, plus mis en avant, mais ok, bon, c'est comme ça. Il y aura un Roxanne Perez contre Ariana Grace, hein, après que Roxanne Perez ait mis une droite à Ariana Grace il y a la semaine dernière. Je ne sais plus pour quelle raison. Du coup, Ariana Grace est venue se plaindre auprès des officiels. Et du coup, un match entre les deux a été officialisé pour New Year's Eve. Et on aura également Trick Williams contre Ilya Dragunov pour le titre de NXT. Pareil, j'ai pas trouvé l'utilité de parler de la fin du show où les deux vont se retrouver face à face pour signer en huis clos le contrat de match pour New Year's Evil. Hein, c'était pas hyper intéressant. Juste Dragunov qui est en mode voilà, même dans l'état que je suis, je défendrai mon titre et puis voilà, je suis Dragunov, donc j'abandonne pas. Et c'est vrai que du coup, ça peut nous laisser penser que dans l'état qu'est Ilya Dragunov, ça peut permettre à Trick Williams de remporter le titre à New Year's Evil. En plus, remporter le titre là, le 2 janvier, au tout début de l'année, c'est quand même un truc assez incroyable pour Trick Williams de commencer l'année en tant que champion d'NXT. Ce serait génial. En plus, dans l'état qu'est Dragunov, c'est plus plausible d'imaginer une victoire de Trick Williams, hein, parce que même si j'aime bien Trick Williams, autant que Melo, même si j'aime bien Trick Williams, pour moi, face à un Dragunov en pleine forme, pour moi, il a zéro chance de gagner. Donc voilà. Donc, ce qui est assez étonnant, par contre, et je viens de m'en rendre compte, c'est que la finale du Breakout Tournament n'a pas été annoncée pour New Year's Evil. Ou alors, c'est moi qui, en prenant mes notes, n'ai pas fait attention. Mais ça me paraît bizarre qu'ils aient terminé les demi-finales maintenant pour pas faire la finale dans un show thématique. C'est un peu chelou. Chose importante aussi, c'est que Ridge Holland viendra au ring pour parler de la blessure, notamment qu'il a offert à Ilya Dragunov. Voilà, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? C'est pas grand-chose, hein. C'était un très bon show, moi j'ai adoré. Voilà. Lors du mois prochain, en janvier, alors je sais pas à quel moment dans le mois de janvier, mais il sortira une vidéo des meilleurs, enfin pas des meilleurs, des matchs que j'ai préférés et des matchs que j'ai le moins aimé de cette année. Voilà, en fonction des notes que j'ai pu donner. Alors ce sera uniquement des matchs pendant des PLE. Et je dis bien des PLE. C'est-à-dire que les shows thématiques comme Halloween Havoc, New Year's Evil, tout ça ne compteront pas, c'est vraiment les shows PLE, les vrais PLE dans le cas d'NXT, et puis bon, pour Raw, SmackDown, hein, c'est forcément des PLE. Donc voilà, donc les matchs auxquels moi je donne des notes, et ben du coup je partagerai ceux que j'ai le plus aimé et ceux que j'ai le moins aimé. Voilà. Sinon, bah voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce show. En tout cas, j'ai assez hâte de voir ce qui va se passer à New Year's Evil. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.